tous. Je suis ravi en effet de passer ce petit moment avec vous. Donc nous allons en effet aujourd'hui faire une action de sensibilisation. Donc en effet, on est sur 2 heures, un peu plus de 2 heures, voilà, sur la conception et l'action d'une formation à distance. Alors tout simplement parce que c'est vrai que le marché de la formation bouge beaucoup, hein, actuellement, et puis les actions de formation, bien entendu, avec le Covid, hein, se sont bien développées, en tout cas sur du distanciel. Vous voyez, moi, pour vous donner une estimation, j'étais C'est pratiquement vous, Stéphane. j'étais que sur de la formation en présentiel avant le confinement, et maintenant j'ai un jour de formation en présentiel tous les 15 jours à peu près. Voilà, hein. Alors, je ne fais pas que, hein, de la formation, mais en effet, on se rend compte quand même que ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup développé. Et donc, du coup, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés, hein, déjà sur les techniques à avoir, la stratégie plus ou moins, la stratégie pédagogique à avoir lorsqu'on soit, hein, une action de formation à distance. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, hein, je me ferai bien entendu un plaisir d'y répondre. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, donc nous allons partir sur 2 grands volets. Alors déjà, premier point, c'est que nous allons tenter, en tout cas, de reconnaître le vocabulaire lié à la formation à distance. Hein, parce qu'en effet, on a des nouveaux mots qui apparaissent, on a un jargon, hein, parfois qui n'est pas forcément toujours très simple à appréhender. Donc là, l'objectif, c'est déjà de décoder, hein, ce que c'est que la formation à distance. Donc on va voir les grands principes, hein, qu'il faut respecter. Et puis, nous allons voir le vocabulaire en lien avec la conception. Alors, on verra aussi un peu du vocabulaire en lien avec l'animation, parce que pour moi, c'était aussi important, hein, qu'on puisse prendre le temps d'en parler. Lorsque nous aurons fait cette première partie, ensuite, nous allons voir les outils, hein, nécessaires et adaptés en formation à distance, hein, puisqu'en effet, on a une façon de former qui va être différente. Donc, on va voir les tutorats, en effet, qui existent, hein. Donc, on en a deux, hein. On a le tutorat synchrone et le tutorat asynchrone. Donc, on va les décortiquer tous les deux. On verra ensuite comment on peut séquencer une formation à distance. Donc là, on va y passer un petit peu de temps, hein, sur cette partie, puisqu'on va voir qu'on a une méthodologie qui est différente, que l'on soit sur de la formation en présentiel ou que l'on soit sur de la formation à distance. Et ensuite, nous verrons également la posture que le formateur doit avoir, hein, sur une formation à distance, tout simplement parce que on va avoir une posture qui est beaucoup plus, euh, comment pourrais-je dire ça, beaucoup plus proche, on va dire, en effet, des collaborateurs qui sont à distance, parce que parfois, ils peuvent, bien entendu, avoir aussi le sentiment d'être un petit peu isolés, hein. Alors, on va dire que avant de débuter, moi, le premier élément qui est important, que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut croire à la formation à distance, hein. Je suis, par exemple, moi, un pur produit distanciel, hein, puisque j'ai arrêté l'école classique au bac et je suis allé jusqu'au bac plus 5 à distance. Voilà, hein. Donc, j'ai aussi beaucoup expérimenté des choses bien, des choses moins bien, hein. Il faut savoir qu'en effet, il ne va pas forcément falloir faire un copier-coller de ce qui se fait en présentiel, hein, où il va falloir qu'on ait une adaptation de support, etc. Mais en tout cas, le formateur doit y croire, hein, c'est-à-dire qu'il doit être persuadé, en effet, que la formation à distance fonctionne et qu'elle permette d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'apprenant, hein. Donc, on verra, bien entendu, aussi les avantages de la formation à distance, mais c'est vraiment un paramètre important à prendre en compte. Et il faut surtout aussi permettre à l'apprenant d'y croire autant que vous. Voilà, hein. C'est-à-dire que la formation à distance, c'est pas, on va dire, une formation en version un petit peu minorée, si vous voulez. Alors, on va en effet débuter sur les grands principes de la formation à distance. Alors, déjà, il faut savoir que le premier élément, en effet, qu'il faut prendre en compte, hein, c'est que la formation à distance, elle est née, hein, de la formation, bien entendu, traditionnelle en présentiel, avec l'arrivée aussi du numérique, hein. Donc, c'est-à-dire que la formation à distance, c'est vraiment un croisement, en effet, de toute cette partie-là. Et dans les années 2000, on a commencé à parler un petit peu du distanciel. Alors, on en a surtout parlé dans les années 95, voilà, où en effet, on
on souhaitait mettre du distanciel de partout. On avait l'impression que la formation à distance allait tout révolutionner, que ça allait permettre en effet de résoudre tous les problèmes possibles. Et puis en fait, ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas, hein. Alors, ce n'était pas forcément le cas parce qu'on avait beaucoup de modules de formation qui n'étaient pas forcément aussi construits de façon assez pédagogique. On a eu l'arrivée du blended, hein, dans les années 2000, hein, entre 2000 et 2005, voilà, qui a du coup fait avancer bien entendu la formation à distance. Et puis, la formation à distance a évolué, hein. On va dire que dans les années 2010-2015, voilà, avant Covid, on était à peu près à 25-30% d'utilisation de la formation à distance par les entreprises. Alors que maintenant, on est vraiment sur une tendance inverse, hein, où on est vraiment possible sur la formation à distance. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que bah, on était en mesure de pouvoir comprendre et développer des compétences. Il faut savoir que la formation à distance, c'est aussi, alors c'est des études, hein, qui l'expliquent ça, mais la formation à distance, on a généralement des bien meilleurs résultats à l'examen. Tout simplement pourquoi? Bah, parce que l'apprenant, il va aussi pouvoir travailler en fonction de son rythme biologique, il est chez lui, il a des contraintes qu'il n'a pas forcément. Voilà, par exemple, moi je sais que je travaille 4 jours par semaine en home office, hein, chez moi, et du coup, bah, j'ai des contraintes que je n'ai plus. Et c'est vrai que bah, les apprenants, il y en a beaucoup, en effet, qui sont dans cette logique-là et qui aiment du coup cette formation à distance. Et du coup, ils ont un environnement de formation qui est différent, qui fait que ça se développe bien. Alors, aujourd'hui, si on reprend en effet cette notion de formation à distance, on va pouvoir lui donner alors, plusieurs définitions. Donc, en fait, j'en ai repéré quelques-unes que j'ai un petit peu retravaillées, voilà, qui me semblaient intéressantes. Alors, déjà, la formation à distance, on appelle ça de la FOAD, hein. Donc, on verra qu'on a différentes formes de formation à distance, hein. On a la formation à distance où on est vraiment, en effet, sur des classes virtuelles et puis des supports de formation qui sont à disposition. Mais on verra aussi qu'on a des formations à distance qui se font intégralement à distance avec un formateur. En tout cas, le terme FOAD est né en effet dans les années 2000, voilà, où on était vraiment sur la formation ouverte à distance. Donc, on va essayer de l'expliquer après par la suite. Donc, en effet, bien entendu, cette formation, elle se différencie, hein, de la formation en présentiel. Voilà, puisque du coup, nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses. Son principe, donc bien entendu, c'est de transmettre un savoir, c'est de proposer, hein, des activités d'apprentissage et c'est de développer des compétences à distance. Voilà. Alors, il y a un élément, en effet, qui est très important dans cette posture, hein, c'est que dans une formation, alors que ce soit présentiel ou distanciel, on n'est pas là que pour transmettre un savoir. On est là, hein, pour, en tout cas, développer les compétences ou en tout cas favoriser le développement des compétences, parce que parfois on ne peut pas non plus avoir développé toutes les compétences après une formation, hein, il faut expérimenter. Donc vraiment cet objectif, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a aussi des obligations légales et réglementaires, hein, par rapport à la formation à distance, hein, puisque avant elle n'était pas forcément financée, c'était pas forcément toujours très très simple. Maintenant, la formation à distance, hein, est financée. Alors surtout depuis, en effet, la loi de 2014 et la loi de 2016 également, où vraiment on a développé un petit peu tous les financements autour de la formation à distance. Alors bien entendu, pour pouvoir proposer de la formation à distance, il faut avoir ce qu'on appelle un NDA, un numéro de déclaration d'activité, hein, qui est en effet nécessaire pour tout prestataire de formation. Vous devez, alors bien entendu, si jamais vous voulez demander des financements, il faut avoir Calliope, hein. Ça, c'est un paramètre aujourd'hui qui est très important, hein, depuis le 1er janvier. Et en fait, quand on est sur la formation à distance, il va falloir faire une description précise de la formation, des formations proposées, mais surtout des modules de formation que vous proposez. Donc, c'est-à-dire qu'on verra que vous devez, pour chaque support, par exemple, de formation que vous allez mettre à disposition, il va falloir indiquer une durée estimée. Voilà, donc je vous donnerai quelques astuces, hein, pour pouvoir calculer en effet cette durée.
mais c'est en effet très important. Exemple, la formation de 500 heures, en effet, que je propose sur mon titre FPA. Donc, vous imaginez qu'on a tout découpé et qu'on a déterminé pour chaque exercice, chaque capsule de formation, chaque vidéo, une durée, en effet, de travail. Et ça, alors je dirais que c'est un élément, un paramètre qui est très, très, très important. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut avoir une durée estimée qui soit la plus juste possible pour éviter l'abandon, hein, parce qu'on sait qu'il y a quelques années, on avait 80% d'abandon sur les formations à distance. Voilà. Aujourd'hui, on a un taux d'abandon qui est relativement peu, hein. On va dire qu'elle avoisine 5-10%, alors ça pourrait être les tendances à peu près de la formation en présentiel. Et un élément qui fait que généralement quelqu'un arrête en formation, en tout cas à distance, c'est lorsqu'on a une durée de travail qui est mal estimée. Il n'y a rien de plus désagréable de s'inscrire à une formation à distance où on nous dit qu'il y a 20 heures, et en fait on se rend compte que derrière on a 40 ou 60 heures de travail. Là, c'est pas possible, hein. Voilà. Bon, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Troisième obligation légale et réglementaire, il faut bien entendu aussi avoir une différenciation tarifaire selon le type de prestation. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous êtes sur la formation où vous mettez à disposition des supports avec du tutorat, on n'aura peut-être pas forcément le même tarif que si on a un formateur qui est tout le temps devant nous. Alors, il faut savoir aussi, on considère une formation à distance lorsqu'on a des supports à disposition, mais on doit obligatoirement avoir ce qu'on appelle du tutorat, hein, du tutorat synchrone et du tutorat asynchrone. Si vous proposez qu'une formation à distance sans tutorat, ce n'est pas considéré comme de la formation, c'est considéré comme de l'information, comme des supports que vous mettez à disposition. Et du coup, ce n'est pas possible, hein, de le faire entrer dans le cadre d'une formation à distance. Quatrième élément qui est important, bien entendu, il faut avoir une définition précise des modalités d'évaluation. Voilà, hein, donc du coup, pour résumer, pour considérer en tout cas une action de formation, il faut un NDA, bien entendu, mais il faut décrire la formation, les durées, les modalités d'évaluation qui doivent être précises. Alors avec Calliope, de toute façon, hein, les organismes de formation ont bien joué le jeu. Et il faut une différenciation tarifaire selon le type de prestation que vous allez avoir sur la formation à distance. Alors, simplement je voulais faire un petit focus aussi sur la définition de la DGEFP, hein, en effet, qui indique qu'elle définit, elle définit officiellement la formation à distance comme une formation ouverte et ou à distance, donc bien entendu, qui doit être souple, donc c'est-à-dire qui doit permettre à l'apprenant de pouvoir travailler aussi un petit peu quand il le souhaite, organisé en fonction de besoins individuels ou collectifs. Voilà, hein, donc ce qui veut dire que dans de la formation à distance, l'avantage que vous avez aussi, c'est que vous pouvez tout à fait proposer, on va dire, des parcours de formation individualisés, hein. Donc on aura l'occasion, en effet, d'en reparler. Voilà, donc en fait, la notion de formation à distance comporte des apprentissages qui sont individualisés, avec un accès à des ressources, hein, généralement que l'on va retrouver sur une plateforme, hein, qu'on va appeler un LMS, une plateforme LMS. Donc on le définira tout à l'heure. C'est ce que l'on appelle le Learning Management System. On sait aussi qu'elle n'est pas forcément exécutée sous le contrôle permanent d'un formateur. Voilà. C'est-à-dire que sur une action de formation à distance, vous n'êtes pas forcément toujours avec le formateur. C'est là qu'on verra justement la différence entre la notion de synchrone tout à l'heure, voilà, où là on est en contact direct avec le formateur. Là par exemple, on est synchronisé en même temps. Donc on est sur de l'apprentissage synchrone et de l'apprentissage asynchrone qui lui est différé dans le temps. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, lorsque l'on va vous mettre à disposition l'enregistrement, par exemple, de ce webinaire, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Vous pouvez le regarder le matin, le soir, à votre guise. Donc là, on est sur de l'asynchrone. Voilà.
Donc ça, c'est un point, en effet, important à bien avoir en tête. Alors, si on revient en effet sur nos principes de la formation à distance, donc on va avoir pour cela, alors, sachant qu'on va considérer la formation à distance comme on appelle une modalité d'organisation, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame, d'accord? On va bien entendu sur chaque formation à distance avoir ce qu'on appelle des modalités pédagogiques après par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une modalité pédagogique? Ben, ça va être après tous les moyens, on va dire, que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir former à distance. Alors là, on se rend compte, bien entendu, hein, que aujourd'hui, pour former à distance, on peut le faire soit par le biais, par exemple, du téléphone. Hein, donc, on a en effet cette notion aujourd'hui de conférence téléphonique qui existe encore hein, sur certains acteurs majeurs de la formation à distance. Hein, par exemple, je sais que Icademy, hein, voilà, qui est une structure qui propose de la formation à distance, on était encore sur une logique de conférence téléphonique il y a quelques temps. On va avoir des classes virtuelles, hein, bien entendu aussi ici, voilà, donc qui peuvent être proposées. Donc on a des webinaires, comme on est en train de le vivre actuellement, hein, qui est, on va dire, la contraction entre un séminaire et puis bien entendu le web, voilà. Et puis vous avez donc des classes virtuelles, vous avez des lives également qui peuvent exister. Hein, les lives, par exemple, qui sont beaucoup utilisés aussi comme un acte, pour un acteur aussi important de la formation qui est Studi, hein, par exemple, qui propose aujourd'hui beaucoup de lives, de formation à distance. Et puis, bien entendu, vous allez avoir une connexion Internet pour pouvoir recevoir, hein, généralement, bien entendu, les différents supports à disposition. Alors, on a encore hein, des organismes de formation historiques qui proposent aussi de la formation par correspondance. Hein. Voilà, par exemple, je parlerai du l'idée, voilà, ça peut être le CNED, par exemple, vous voyez, qui va proposer de la formation par correspondance. Mais aujourd'hui, ils sont quand même tous équipés généralement d'une plateforme numérique qui va permettre aussi d'avoir les supports de formation à disposition. Alors, qui est concerné par la formation à distance? Alors, je vais vous dire que maintenant, on va dire que c'est un petit peu tout le monde. Hein. En tout cas, la formation à distance, elle est très adaptée, en effet, déjà pour des personnes qui peuvent être en situation de handicap. Actuellement, en effet, moi, je forme des personnes en situation de handicap sur une formation de formateur. Et voilà, on a une personne qui est actuellement en traitement et qui, du coup, ne peut pas se déplacer en voiture. Ben, du coup, pour lui, vous voyez, ça va être un avantage hein, de pouvoir se former à distance. Voilà, pour des personnes, vous voyez, qui ont besoin aussi peut-être d'un petit peu plus éviter justement de temps de trajet trop important. Voilà, hein, donc c'est adapté pour eux. On va aussi avoir beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont formés à distance. Hein, donc les universités, les organismes de formation, euh, moins au niveau du lycée, hein, mais en tout cas les universités et les organismes de formation ont vraiment développé une partie distancielle. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sur une notion de blended learning. Voilà, on appelle une formation multimodale, blended learning, qui va être en gros un mixte au niveau des modalités d'organisation. Ça veut dire qu'on va avoir du présentiel, on va avoir du distanciel. Voilà, on appelle ça du blended learning. Les étudiants sont quand même dans cette logique-là, mais vous avez aussi des écoles aujourd'hui qui sont complètement en ligne. Voilà, donc je vous parlais de Studi, par exemple, tout à l'heure. Donc, alors, je les connais bien parce que je travaille aussi pour eux. Euh, Eux, ils proposent que de la formation à distance. Donc, on peut faire un bac plus 5 à distance, on peut faire des bacs plus 3, on peut faire des bacs plus 2, des bacs, même des CAP. On va bien entendu aussi avoir des salariés. Voilà, donc l'avantage des salariés, en effet, c'est que parfois, ils ne sont pas toujours disponibles en journée. Donc, il y a aussi aujourd'hui une logique de formation qui peut se faire en soir, par exemple. Hein, alors, on a un précurseur qui a été le CNAM, en effet, il a beaucoup œuvré pour ce qu'on appelle les formations HTT, hors temps de travail, où il y a beaucoup de formations, en effet, qui se fait à distance. Hein, donc, de 18h30 à 21h, par exemple, on est connecté.
Il y en a aussi, bien entendu, qui peuvent se faire en journée. C'est adapté aussi à certains demandeurs d'emploi, voilà, même si généralement les demandeurs d'emploi, quand même, on se rend compte qu'ils restent quand même encore dans une logique de présentiel, hein, puisque bien entendu, ils ont le souhait, hein, de pouvoir aussi euh, échanger en présentiel avec d'autres apprenants. Et nous avons aussi des particuliers, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi des organismes de formation qui vous proposent des actions de formation pour des particuliers sur, par exemple, un hobby. Alors, je vous parlerai tout à l'heure hein, des MOOC, hein, les Massive Open Online Courses, voilà, qui peuvent vous permettre de vous former sur n'importe quelle thématique, la fleuristerie, la poterie. Et aujourd'hui, en effet, on a une plateforme hein, qui s'appelle FUN, par exemple France Université Numérique, qui peut vous permettre de vous former également complètement à distance. Alors, aujourd'hui, le déroulement généralement que l'on va avoir sur une formation à distance. Alors là, je vais surtout vous donner un déroulement qui pourrait être avant le confinement. C'est généralement, en effet, ce qui était pratiqué avant le confinement, parce qu'on se rend compte maintenant, en effet, que depuis le premier confinement, on a une formation à distance aussi qui s'est développée différemment. Alors, généralement, qu'est-ce que l'on va avoir sur une formation à distance? On va avoir généralement un planning de travail qui va être donné. Alors, je vais vous parler, par exemple, de mon titre FPA. Voilà, donc en fait, que l'on propose sur 500 heures de formation et qui dure un an. Voilà. Donc, en fait, nous, les apprenants, ils s'engagent sur un an de formation. Il y a 13 compétences à développer dans ce référentiel. Donc, la première chose, en effet, qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un découpage, un séquençage pédagogique. On aura l'occasion de le voir un petit peu tout à l'heure. Et en fait, on a organisé un planning de travail semaine par semaine pour les apprenants. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont à peu près 8 heures de travail par semaine. Donc, parce qu'en effet, on a un public de personnes qui travaillent, enfin, ce sont des salariés, excusez-moi, qui travaillent. Donc, on n'a pas voulu non plus leur en mettre trop, hein, parce que déjà 8 heures de travail par semaine, pour moi, quand on fait une formation à distance, c'est le maximum que l'on peut avoir, hein, déjà quand on est en activité. Donc, on leur a mis un planning de travail, ce qui veut dire qu'ils savent chaque semaine, en effet, ce qu'ils doivent faire. Si vous ne le faites pas, en fait, l'apprenant, il n'est pas toujours organisé, il ne voit pas forcément toujours le lien, il ne voit pas forcément toujours la stratégie pédagogique qu'il voulait y mettre derrière. Donc, en fait, ça risque de poser problème. Donc, en fait, petit à petit, on leur met un planning de travail et on leur ouvre les supports de formation. Alors, pas semaine par semaine, mais mois par mois, hein, s'ils veulent pouvoir avancer, puisqu'on leur donne le planning de travail pour un mois. Voilà. Mais ils savent exactement les exercices qu'ils doivent faire, les vidéos qu'ils doivent faire, les PPT VOF qu'ils doivent visionner, les PDF qu'ils doivent lire, les quiz qu'ils doivent effectuer. Ils savent exactement tout ce qu'ils ont à faire pendant leur formation à distance. Ensuite, euh, pour que la formation à distance fonctionne, il faut forcément du tutorat synchrone. Voilà. Alors, qui va, par exemple, pouvoir se faire par le biais d'une conférence téléphonique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça peut aussi se faire par le biais de classes virtuelles. Par expérience, pour avoir formé beaucoup de monde à distance, sur les formations à distance où on n'impose pas une présence en classe virtuelle, les personnes qui ne viennent pas ratent l'examen, par exemple. Voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. D'accord? C'est-à-dire que si l'apprenant, en fait, on lui laisse trop de souplesse, en lui disant qu'il peut venir quand il veut, qu'il n'est pas obligé de se connecter, on ne lui donne pas un planning de travail, en fait, il a tendance à toujours repousser le démarrage de sa formation et de ne pas s'investir suffisamment pour pouvoir réussir sa formation. Voilà. Même si on est sur une formation courte, voilà, si vous n'avez pas un planning et une classe virtuelle, voilà, qui va permettre de faire de la remédiation pédagogique, recadrer un petit peu les apprentissages, de corriger les exercices qui sont effectués, on va avoir un résultat qui va être médiocre derrière. Moi, mes apprenants, ils ont 50 classes virtuelles dans l'année, plus bien entendu d'autres choses, hein, ils ont des suivis, ils ont pas mal de choses. Ces classes virtuelles, elles sont obligatoires. Voilà. Et même s'il y a des personnes parfois qui ont 50 ans, qui sont inscrites en effet en formation,
S'ils ne sont pas là en classe virtuelle, on les appelle, on leur demande pourquoi ils sont absents. Hein. Alors, ce n'est pas pour nous une façon d'expliquer, hein, parce que ils ont un enregistrement, ils peuvent revisionner les classes virtuelles, mais c'est simplement pour nous aussi une façon de continuer à les motiver. Alors, ce que vous allez avoir sur une formation à distance aussi, ça va être une plateforme LMS, qui veut dire Learning Management System, qui va être une plateforme où vous allez déposer l'ensemble des supports de formation. Alors, on est bien d'accord, les supports de formation que vous allez proposer doivent être différents. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, pas forcément que du document PDF, pas forcément que de la vidéo. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir mélanger un peu tous les types de supports que vous pouvez proposer. Alors, on en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Vous avez en effet la vidéo, vous avez des modules e-learning, vous avez du PPTVOF, vous avez des applications que vous pouvez utiliser aussi. On verra qu'il y en a plein qui existent. Alors ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus sur les actions de formation en présentiel. Mais vous avez des murs collaboratifs, vous avez plein de choses qui existent, voilà, qui vont vous permettre de dynamiser. On sait en fait que aussi l'important, c'est de vraiment pouvoir créer de l'émotion et de pouvoir créer de l'interactivité avec les apprenants. Autre élément important aussi, c'est de ne pas minimiser le temps de travail individuel des apprenants qui sont en formation à distance. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, très souvent, le formateur, il est un peu amoureux de sa matière, il est un peu amoureux de son concept. Moi, la pédagogie, je pourrais vous en parler pendant des heures. D'ailleurs, je fais attention au timing. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Sauf que ce qui est important, c'est de toujours partir sur la finalité de la formation, de ce que vous voulez que l'apprenant sache faire à la fin de la formation. D'accord. Ce qui veut dire que vous allez lui proposer du travail individuel en conséquence. Hein. On va lui proposer un travail individuel qui va lui permettre, bien entendu, de développer ses compétences, d'accord, ou en tout cas d'être en cours de développement des compétences, et de ne pas forcément lui donner que de la théorie, parce que nous, on aime cette théorie-là. Hein. Voilà. Par exemple, moi, je pourrais vous faire un cours d'histoire de la pédagogie sur deux, trois choses, si vous voulez, sauf qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous avez besoin d'éléments opérationnels. Donc, il est important également que l'apprenant s'investisse dans sa formation avec du travail individuel ou bien entendu, du travail aussi en sous-groupe, collectif. Toute cette notion de travail collectif en sous-groupe est aussi très, très important à distance. Et nous allons avoir, bien entendu, l'envoi des travaux. Voilà, donc c'est-à-dire que sur la formation à distance, que ce soit une formation courte, une formation longue, je vous engage à demander d'envoyer des travaux pour que l'apprenant fasse le travail demandé. Ça, c'est aussi un élément important pour moi. Donc, on va dire que là, vous voyez, on était un peu sur une logique de formation à distance qui se faisait avant le confinement. Voilà, on était un peu sur cette logique-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'avait pas tendance à faire en effet des formations à distance sur des journées sur du temps plein. Et avec le confinement, on se rend compte en effet que les choses ont un petit peu évolué. Alors, pourquoi elles ont évolué? Parce que, en effet, au premier confinement, on a dû, ce qu'on appelle, mettre en place une continuité pédagogique, que ce soit sur la formation école, sur la formation universitaire, mais aussi sur des formations courtes, puisque moi, quand le confinement est arrivé, j'avais des formations courtes qui étaient planifiées en présentiel et il a fallu, bien entendu, les planifier à distance, tout simplement aussi pour répondre aux besoins du client, parce que aussi certains étaient en chômage partiel et que du coup, ils avaient aussi plus de temps pour pouvoir se former. Et donc, on a dû s'adapter, ce qui veut dire que on a vu un déroulement de formation à distance un peu différent. Alors, pourquoi différent? Parce qu'en effet, on a principalement utilisé la classe virtuelle, voilà, avec différents outils, avec Zoom, avec Google Meet, voilà, avec WebEx. Donc, en effet, vous aviez pas mal de plateformes en effet qui pouvaient proposer des classes virtuelles.
Et en effet, on s'est rendu compte que on allait passer des journées en classe virtuelle. Voilà. Chose qu'on ne faisait pas avant, forcément, avant le premier confinement. Même s'il y en a certains qui l'ont fait, c'était quand même pas la majorité. Et puis, en fait, sur cette notion-là de formation à distance, on a vu l'apparition de murs collaboratifs. Alors, qu'est-ce qu'un mur collaboratif? Donc là, je vous ai mis un exemple de mur collaboratif. C'est un mur, alors là, j'ai utilisé l'utilisation Padlet, voilà, où en fait, moi, vous voyez, je séquençais toutes mes journées de formation. Alors là, j'ai pris un exemple hein, qui était après, en effet, avant le confinement. Mais en effet, vous voyez, je séquençais toutes mes actions de formation. Et en effet, je mettais à disposition des apprenants tous les supports voilà, qui allaient me permettre d'animer la formation, en laissant par contre des temps, en effet, sur mes journées de formation de 7 heures, en laissant des temps pour s'approprier des vidéos, pour s'approprier des supports, pour faire des murs collaboratifs. Donc en fait, on a vraiment adapté voilà, des journées de formation qui devaient se passer en présentiel à distance. Donc, ce qui veut dire que ça a aussi nécessité une réingénierie pédagogique de la formation à distance. Et nous avons bien entendu dans aussi ces formations à distance du travail individuel. Alors, sur un ancien webinaire que j'avais animé en effet pour le Carif Ref, hein, j'avais expliqué que c'est très très important en effet sur des journées de formation en présentiel ou des journées de formation à distance de proposer différents temps. Voilà, hein. Il faut savoir que sur une formation généralement de 7 heures, si on la fait à distance, il faut compter 2h20 de travail. Voilà, il faut faire travailler les apprenants pendant 2h20. On va avoir 2h20 où ensuite nous, on va faire un apport. Et 2h20 où on va faire de la remédiation, de la régulation. On va corriger les exercices. Voilà. Et ça, en effet, c'est un élément important. D'accord? Donc, on a vu l'apparition, en effet, aussi de travail individuel sur des journées de formation de 7 heures. Hein, ce qui veut dire que pendant ces formations à distance, alors qui du coup se sont fait pendant le confinement, mais depuis le confinement, hein, parce qu'en effet, ça s'est beaucoup, beaucoup développé, on avait aussi des temps, bien entendu, de travail individuel. Et ensuite, le déroulement d'une formation de blended learning, alors je vous en ai parlé tout à l'heure du blended learning, cette notion en effet de formation où on va mélanger du présentiel et du distanciel. Donc là, on est à peu près sur la même logique, avec bien entendu un planning de travail, des classes virtuelles, une plateforme où on va mettre des supports de formation à distance, mais on va aussi avoir une logique de séance de formation en présentiel. Alors, on parle de séance, je parle peut-être plus de séquence, mais dans la formation blended learning, on sait que l'on doit avoir en effet des temps en présentiel, des temps à distance, d'accord? Et vous allez voir que généralement ce temps-là, alors on aura l'occasion de le développer aussi un petit peu plus dans la partie conception, quand on se verra en présentiel, pour ceux qui le souhaitent. Euh, les séances en présentiel sont surtout là pour corriger, en effet, vous voyez, des travaux pour faire travailler les apprenants en sous-groupe et que tout ce qui concerne le contenu va se faire généralement à distance. Là, je vous propose maintenant de parler du vocabulaire en lien avec la conception pédagogique et du coup, j'ai rajouté également avec une partie sur l'animation. Alors, je vais vous présenter un petit peu quelques définitions, d'accord? Euh, je vous propose après par la suite, en effet, peut-être de mettre aussi les définitions dans le chat, voilà, sur des termes peut-être que vous avez entendu parler, que vous ne connaissez pas. Voilà, donc je vais vous en présenter les principaux. Et puis, éventuellement, après, Lauriane, on pourra peut-être passer un temps s'il y a deux, trois termes qui ne sont pas très, très clairs pour certains, que je n'ai pas abordés, on pourra prendre le temps d'en parler. Alors, donc, un nouveau terme qui est apparu justement, qui s'est beaucoup, beaucoup développé avec avec le confinement, c'est ce qu'on appelle le comodal. Voilà. Alors le comodal, en fait, c'est un terme qui est utilisé et qui indique qu'on a la moitié, par exemple, d'un groupe qui va être en présentiel et l'autre moitié du groupe qui va être à distance. Donc, en fait, vous voyez, quand on avait
on a retravaillé après les différents confinements et qu'on avait des jauges, par exemple, donc ça c'était beaucoup utilisé en formation, et qu'on avait des groupes importants. Par exemple, si on avait des groupes de 20, eh ben, on n'acceptait pas d'avoir les 20 apprenants dans la même salle, voilà, puisqu'il y avait une distanciation sociale hein, qui était nécessaire. Là, vous aviez beaucoup d'apprenants. Vous en aviez 10, par exemple, qui étaient en présentiel et vous en aviez 10 qui étaient à distance. Donc là, on appelle ça hein, une animation de formation. Voilà, c'est du comodal. Ensuite, alors on va aussi beaucoup avoir cette notion de forum. Alors la notion de forum de discussion. Donc là, on est hein, sur du tutorat asynchrone, voilà, où le forum de discussion va permettre en effet d'échanger. Alors nous, on utilise le forum Slack, voilà, hein, donc c'est un forum de discussion qui va nous permettre, qui permet aux apprenants d'échanger entre eux, d'échanger avec les formateurs, de déposer éventuellement aussi des messages à un formateur en particulier ou à un apprenant en particulier. Et ça, pour moi, le forum, c'est vraiment un outil indispensable lorsqu'on en fait de la formation à distance. Et il faut, par contre, que le formateur l'utilise, montre comment l'utiliser et bah, du coup, vous voyez, dispose des contenus de formation, voilà, c'est-à-dire par exemple, si jamais vous avez trouvé des liens intéressants, si vous avez fait une veille intéressante par rapport justement au thème de la formation, vous pouvez le déposer par exemple sur le forum. Voilà, donc ça va créer des interactions. Vous pouvez déposer éventuellement peut-être des vidéos complémentaires ou si vous voulez déposer un exercice complémentaire. En tout cas, le forum de discussion, pour moi, il est important. Et on verra en effet que par contre, en tant que formateur, il va falloir faire attention à respecter certaines règles. Alors, on va parler aussi de présentiel augmenté ou le présentiel enrichi. Voilà, donc là, c'est un terme aussi qui existe depuis quelques années. Donc, le présentiel augmenté signifie que dans ces temps de formation en présentiel, on va utiliser des outils numériques. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, on va pouvoir utiliser des applications type Kahoot, Clickers, vous voyez, qui peuvent être des outils de quiz, peuvent être aussi, pourquoi pas, Padlet, hein. Vous pouvez utiliser Lino hein, aussi, qui est un outil de mur collaboratif. Vous en avez plein. Hein. Vous avez ID Puzzle qui permet aussi, par exemple, vous voyez, de faire des vidéos où on intègre des questions à l'intérieur. Voilà, vous avez plein d'outils possibles. Et en fait, le présentiel augmenté ou présentiel enrichi, euh, en fait, on est fait un intermédiaire, vous voyez, un peu entre de la formation à distance et de la formation en présentiel. Voilà. Alors, c'est pas réellement du blended, tout simplement pourquoi? Parce que là, on a beaucoup plus de présentiel. Voilà. Mais on peut bien entendu aussi utiliser l'outil numérique, des supports pour pouvoir former et surtout utiliser des applications pendant ces temps de formation en présentiel. Voilà. On appelle ça en fait le présentiel augmenté ou le présentiel enrichi aussi, puisqu'en effet, vu que vous avez des supports qui sont un peu à disposition en plus, hein, qui peuvent être des outils en auto-formation, on dit qu'en fait, on élargit le temps de formation. C'est-à-dire que la formation ne va plus se passer de 9 heures à 17 heures, par exemple, mais de 9 heures à 17 heures, et avec la possibilité en effet de se former davantage, parce qu'on a mis des supports en plus. Alors, on va parler aussi de formation hybride. Alors, la formation hybride, en fait, c'est un homonyme de la formation multimodale ou de la formation blended learning. Là, en fait, sur la formation hybride, on va utiliser alors du présentiel, du distanciel, mais dans cette notion de formation hybride, on peut aussi avoir ce qu'on appelle de l'expérientiel, voilà, hein, qui sont des modalités d'organisation. Alors, la modalité expérientielle, c'est quand on va faire par exemple de l'action de formation en situation de travail, de la FEST. Voilà. Et quand on alterne en effet de l'expérientiel, du distanciel et du présentiel, on est sur une formation hybride. Alors, le multimodal, en effet, hein, je vous expliquais en effet que c'était un homonyme. Alors, le multimodal, en tout cas, il était beaucoup utilisé, lui, pour du présentiel et du distanciel. Hein, c'est un peu la différence, en effet.
euh, avec l'hybride. Euh, Ensuite, l'environnement numérique de travail donc, va concerner ce que je vous expliquais tout à l'heure, la plateforme LMS, donc Learning Management System. Voilà, donc en fait, l'environnement numérique de travail n'est autre que le lieu où on va pouvoir se connecter pour avoir l'ensemble des modules de formation à distance. Voilà, donc ce qu'on appelle l'ENT, euh, qui va se différencier euh, de son environnement personnel de formation. Hein, voilà. L'environnement numérique de travail, on va dire qu'il est institutionnalisé. Alors, tous ces termes, là, vous voyez qu'en fait, c'est une source hein, du Learning Lab, l'Université d'Orléans. D'accord? Donc, tous ces termes, en fait, je les ai pris d'un livre blanc, en effet, qui a été mis à disposition par Learning Lab de l'Université d'Orléans. Donc, vous pourrez trouver des définitions un petit peu complètes. Alors, il y en a d'autres que j'ai rajoutées par rapport à mon expérience, mais en tout cas, vous pourrez avoir une définition un peu écrite hein, des différents supports. Je pourrais vous donner le lien hein, pour pouvoir le télécharger, si vous le souhaitez. Alors, on va parler aussi maintenant de granularisation pédagogique. Alors, la granularisation pédagogique, on va avoir cette notion de grain, en fait, hein, voilà, de grain pédagogique. Donc, un grain pédagogique, c'est ce qu'on appelle une unité de formation. Alors, ce qu'on appelle une unité de formation, c'est une formation qui va durer 5 minutes, par exemple 10 minutes, alors ça peut être jusqu'à 15 minutes, qui se différencie en effet de ce qu'on appelle du micro-learning que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Là, en fait, la granularisation pédagogique, elle est nécessaire parce qu'on se rend compte que sur la formation à distance, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut tout découper. Donc, vu qu'il faut tout découper, en fait, on a découpé en tout cas des formations présentielles en grains pédagogiques. C'est pour ça qu'on parle de granularisation pédagogique. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple de grain de séquençage. Vous verrez en effet cette notion de granularisation pédagogique et comment on l'applique. Alors, on va parler aussi, dans la conception pédagogique et l'animation sur la formation à distance, d'interactivité pédagogique. Alors, en effet, c'est très important de pouvoir permettre à vos apprenants de cliquer, vous voyez, sur un document, de cliquer, de proposer des quiz, de proposer éventuellement des exercices aussi où ils peuvent directement compléter l'information. Donc, cette notion d'interactivité, elle va en effet créer un petit peu de l'émotion. Voilà. Et puis, bah, elle favorise l'ancrage, elle favorise l'apprentissage. Donc, c'est important en effet de pouvoir parsemer un petit peu tout au long de votre parcours de formation à distance. Alors, le micro-learning, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le micro-learning, en effet, il est assez proche de la granularisation pédagogique. La différence que l'on va voir entre les deux, c'est qu'un grain pédagogique, ça peut être 5-10 minutes, par exemple. Du micro-learning, ça peut être des temps de formation de 30 secondes à 5 minutes. Voilà. Donc le micro-learning, l'a beaucoup, on le voit beaucoup dans du mobile learning. Le mobile learning qui est le mobile learning, qui est l'apprentissage que l'on peut faire via son smartphone. Voilà. Donc en fait, le micro-learning, on se rend compte que l'enchaînement, vous voyez, des grains pédagogiques et du capsules, alors on appelle ça une capsule de formation, des capsules de formation micro-learning, va permettre en effet d'avoir un contenu de formation ensuite suffisamment riche pour pouvoir avoir un savoir et ensuite, bien entendu, le développer derrière. Nous allons aussi avoir cette notion de MOOC. Alors, nous avons les MOOC, Massive Open Online Course, alors qui se différencient des COOC, hein, alors, on n'est pas parlé là des COOC parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, qui est corporate, voilà, qui, on va dire, des MOOC, on va dire, pour des entreprises, et les SPOC, qui sont des formations également en ligne qui vont se faire pour une catégorie de personnes en particulier.
Alors le MOOC, vous en avez plein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez une plateforme qui s'appelle FunMOOC, France Université Numérique. Voilà, si vous tapez ça sur Google. Vous avez une quantité de MOOC impressionnante, voilà, qui se déroule sur des durées généralement terminées. Donc, on va dire que généralement, la durée d'un MOOC, c'est à peu près 8 semaines. Voilà. Et en fait, le MOOC est composé de vidéos, de supports de formation. Vous allez généralement avoir des quiz, voilà, qui permettent d'évaluer. Vous avez parfois de l'évaluation entre pairs, hein, aussi sur des exercices ou des études de cas. Vous pouvez avoir des travaux en sous-groupe. Et l'avantage du MOOC, c'est que ça va vous former à une thématique précise, en particulier que vous voulez développer, soit dans votre activité, soit éventuellement parce que vous êtes passionné par tel ou tel thème. Voilà. L'avantage, en effet, du MOOC, c'est qu'il est gratuit et que vous pouvez décider, par contre, en payant, de passer une petite certification, alors qui n'est pas une certification qui est reconnue par l'État, hein, ou par le répertoire spécifique, mais qui est une petite certification qui démontre que vous êtes formé. Voilà. Donc en fait, les certifications de MOOC que vous passez, vous pouvez aussi les mettre sur votre CV après par la suite. Donc là, le MOOC existe depuis pas mal d'années et vous pourrez aller voir sur France Université Numérique. Vous en avez vraiment qui sont intéressants. Alors, on va aussi parler dans la conception pédagogique à distance, ou alors peut-être plus en blended learning, on va parler de pédagogie inversée. Alors, qu'est-ce que la pédagogie inversée? C'est l'inverse de la pédagogie classique, où en pédagogie classique, généralement, le formateur, il va faire un apport en présentiel, hein, pendant les temps de formation en présentiel, ou éventuellement un prof en université, hein, va faire un apport de cours. Et généralement, les exercices sont faits à la maison, voilà, ou sont faits en dehors du temps de formation. Et on se rend compte, en effet, par contre, qu'avec une pédagogie traditionnelle, parfois l'élève ou l'apprenant, il a compris le cours quand le prof ou le formateur lui explique, et puis il se rend compte que quand il doit le mettre en pratique, quand il doit transférer ses connaissances, ben, il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Voilà. Et cette difficulté, en effet, à transférer ses connaissances sur le terrain, c'est une des plus grosses difficultés d'apprentissage des apprenants. Donc en fait, la pédagogie inversée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'on va mettre à disposition, généralement à la maison, par exemple, des capsules de formation, de la théorie. Toute la théorie se fait à distance, voilà, par le biais de vidéos ou autres supports. Et lorsque l'on est en présentiel avec le formateur, on va travailler sur des exercices. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que l'apprenant peut avoir des difficultés importantes. Et du coup, le formateur est là pour lui permettre de dépasser sa difficulté. Voilà. Donc la pédagogie inversée, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sur des formations à distance, hein, puisque par exemple, sur notre propre titre, notre titre FPA, on propose que les modules, tous les modules, tout le contenu et le, le théorique est à distance, en vidéo, etc. Et en fait, les classes virtuelles que l'on propose sont des temps de remédiation pédagogique, en effet, où on va soit proposer des exercices, soit proposer des corrigés d'exercices en faisant un retour aux apprenants. Alors, nous avons aussi un terme qui est souvent utilisé qui s'appelle le social learning. Alors, le social learning va, on va dire, confirmer un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le forum de discussion. Voilà, le social learning, l'objectif, c'est de faire échanger les apprenants entre eux, voilà, pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire que, par exemple, très souvent aussi par le biais du forum, parfois, vous voyez, moi, ça peut m'arriver de lancer un, une discussion, par exemple, avec une définition. Bah, tenez, là, j'ai vu cette définition, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, ce qui veut dire que du coup, les apprenants, après, derrière, ils répondent en se disant, ah ben moi, je le vois comme ça. Et puis, il y en a peut-être un autre qui va dire, bah moi, je le voyais peut-être plutôt comme ça. Et du coup, on peut échanger un petit peu ensemble. Voilà.
Qu'est-ce que je faisais aussi? Parfois, je leur mettais un article et je leur demandais, par exemple, de mettre une phrase significative qu'ils ont reçue de l'article, qu'ils ont retenu de l'article et pourquoi pour eux, c'est un élément important. Voilà, c'est un élément significatif. Voilà, donc le social learning, l'objectif, c'est de faire échanger les apprenants entre eux, hein, parce qu'on sait que le fait de travailler entre eux et d'expérimenter, ça favorise le conflit socio-cognitif et que ce conflit socio-cognitif favorise l'apprentissage et favorise la mémorisation. Nous allons poursuivre avec les les différentes formes de tutorat qui sont liées à une formation à distance. Donc, on a eu l'occasion un petit peu d'en parler. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, en effet, de ces tutorats, hein, parce que c'est important de bien arriver à les différencier et puis surtout à bien voir aussi ce que l'on va y mettre à l'intérieur, hein, parce qu'en effet, on ne va pas réaliser un tutorat synchrone avec des personnes qui sont à distance, comme on va animer une réunion, par exemple, ou comme on va animer une formation sur une journée ou une demi-journée. Alors, donc, il faut savoir que déjà, on va parler de tuteur et pas forcément de formateur. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'en effet, on a plus un rôle où en effet, on va guider l'apprenant. Alors, justement, le tuteur, ça va être quoi? Donc, en fait, le tuteur, il soutient l'apprentissage tout au long du parcours de formation. D'où ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'importance d'avoir en effet un forum de discussion du premier jour au dernier jour, hein, de la formation, puisque parfois, on peut avoir des messages, hein, qui nous sont directement destinés. On va se rendre compte qu'il y a des apprenants qui ont des difficultés. Donc là, l'objectif, c'est de soutenir l'apprentissage et d'éventuellement proposer l'accompagnement adéquat qui va derrière. On va aussi aider l'apprenant sur les contenus et la méthodologie. Alors, vous avez parfois différentes formes de tuteurs, hein. Vous avez des tuteurs sur la partie administrative, vous avez des tuteurs qui peuvent être liés vraiment sur la partie technique si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez des problèmes de connexion, des choses comme ça. Et là, on parle bien du tuteur pédagogique, hein. Donc là, lui, il est vraiment là pour aider l'apprenant sur tous les contenus et la méthodologie de travail. Voilà, donc très souvent, vous voyez par exemple, lorsque je commence une formation à distance, moi je leur explique un petit peu comment ils peuvent s'organiser. Voilà, je leur explique, vous voyez par exemple, 8 heures de formation en une semaine, et ben, ça peut être 1 heure par jour, par exemple, ou ça peut être 1 heure du lundi au vendredi et puis 3 heures dans le week-end. Et je leur explique l'importance aussi de se poser, hein, voilà. Donc vous voyez, je vais leur donner tout ce côté méthodologique et organisationnel, en effet, qui est important. Ça va permettre aussi de guider l'apprenant en fonction de ses besoins. Alors nous, en tout cas en interne, on propose également des suivis, hein, des suivis individuels pour chaque apprenant, voilà, où ils ont en effet différents tuteurs qui vont pouvoir soit prendre en compte un petit peu les remarques qu'ils nous font par rapport à la formation, s'il leur manque des choses, et on a aussi des tuteurs qui les aident dans la rédaction, par exemple, des épreuves finales pour passer le titre. Voilà. Hein, donc là, le tuteur, lui, il est vraiment là pour guider. Il est là aussi, bien entendu, pour renforcer et développer la motivation. Hein, donc, on doit être attentif, en effet, à des alertes. Vous voyez, si parfois vous avez des personnes qui sont absentes à des classes virtuelles, si jamais vous sentez que la personne, elle répond pas, elle bouge pas. Voilà. Donc là, l'objectif, hein, ça va être bien entendu de voir en effet si jamais il y a des difficultés, mais aussi de développer un petit peu cette notion de motivation, en effet, qui est très très importante sur la formation à distance. Le tuteur, il est là aussi pour faciliter la dynamique de groupe. Alors, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, avec par exemple le fait de proposer des exercices, de proposer de l'interactivité, proposer peut-être des travaux en sous-groupe. Voilà, donc cette dynamique-là, hein, en proposant par exemple des murs collaboratifs, va permettre, hein, aussi bien entendu de favoriser l'ancrage et le développement des connaissances et des compétences. Le tuteur, il est là aussi pour développer l'autonomie, hein, parce qu'au départ, en effet, on a un accompagnement qui est plus important au démarrage de la formation, d'accord? Et plus ça va aller dans le temps, plus votre apprenant, en effet, il est autonome.
il est là aussi pour encourager et éviter l'isolement. Alors, il faut savoir quand même que vous avez parfois des apprenants qui ont besoin de beaucoup d'interactions et vous en avez d'autres qui parfois préfèrent travailler seuls et qui n'ont pas forcément un besoin spécifique par rapport à ça. Alors, le tutorat synchrone, si on doit le définir, le tutorat synchrone, alors on va déjà dissocier ce qu'on appelle l'apprentissage synchrone du tutorat synchrone. Alors, l'apprentissage synchrone, en effet, ça va être les apprenants qui vont suivre euh, les cours, les modules de formation en même temps. Donc, c'est-à-dire que par exemple, on peut, lors d'une classe virtuelle, lors d'un live, eh ben, on va parler d'un sujet, on va approfondir un sujet particulier. Et là, du coup, on est sur un apprentissage synchrone, c'est-à-dire qu'on a une formation qui est collective, alors qui peut se réaliser en présentiel, mais en présentiel, on ne va pas parler d'apprentissage synchrone. Hein, c'est plus dans le distanciel qu'on va l'utiliser, mais en tout cas, c'est une définition qui existe. Voilà, que l'on va voir donc soit en présentiel, soit lors d'une visio, par exemple. Voilà, donc là, on va avoir un temps de formation ensemble. Et on va le dissocier du tutorat synchrone, d'accord, qui est un échange en simultané entre le formateur et l'apprenant. Voilà. L'apprentissage synchrone, c'est quand on va faire un apport, d'accord, alors que le tutorat synchrone, c'est lorsque l'on va faire de la remédiation pédagogique, on va poser des questions. Et en effet, cet échange peut se faire par le biais d'un chat, d'une conférence téléphonique, d'une visioconférence ou d'une classe virtuelle. Voilà. Donc là, par exemple, nous, si on était dans un dispositif de formation, on serait ce qu'on appelle sur l'apprentissage synchrone. Voilà. Mais si jamais je réponds aussi à certaines questions, à certains échanges avec des apprenants, et que je leur réponds voilà, par le biais en effet d'une classe virtuelle, on est en effet sur du tutorat synchrone. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, je vous aide, je vous guide, et en fait, vous me posez la question et je vous réponds tout de suite en simultané. L'avantage du tutorat synchrone, c'est que, bien entendu, vous pouvez aussi avoir des interactions avec les autres participants, hein, bien entendu, chat, une classe virtuelle ou une classe une conférence téléphonique. Et puis, vous avez un enrichissement aussi qui se fait grâce aux questions éventuellement des autres apprenants. Donc, en effet, donc le tutorat synchrone, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se fait en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir un échange direct avec le formateur. Ensuite, nous allons bien entendu avoir le tutorat asynchrone. Le tutorat asynchrone, lui, donc, bien entendu, la différence, c'est que on parle, alors c'est pareil, là on a ce qu'on appelle l'apprentissage asynchrone et le tutorat asynchrone. Voilà. Donc l'apprentissage asynchrone, il se caractérise, lui, généralement, par une formation individualisée. Hein. Donc, c'est-à-dire que les participants, il n'y a pas d'interaction, d'accord? On va proposer des supports, donc des vidéos ou tout autre support en effet de formation qui semble intéressant. Et chaque apprenant va à son rythme, lui, apprendre de la façon dont il le souhaite. D'accord? Donc, l'apprentissage asynchrone, ça pourrait correspondre à tous les supports de formation que vous allez mettre sur la plateforme LMS, voilà, hein, qui du coup vous permet d'avoir du contenu pédagogique. Il se différencie de l'apprentissage asynchrone du tutorat asynchrone, où là, on va avoir un échange en différé entre le formateur et l'apprenant. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons un apprenant qui nous pose une question, voilà, par le biais du forum, et on va lui répondre de manière différée. Alors, il peut nous poser une question soit par le forum de discussion, soit par mail, soit ça peut aussi être par le biais d'une messagerie que vous avez mis à disposition de vos apprenants. Donc, pour cela, on a différents avantages. C'est une organisation facile pour les apprenants. Voilà, donc en effet, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Et les apprenants peuvent travailler à leur rythme. Alors, pour synthétiser ce que je viens de vous dire, hein, parce que là, je vous ai donné pas mal de notions, on a l'apprentissage synchrone qui va se faire en temps réel
et qui va nous permettre en effet de travailler sur un contenu, par exemple de 9h à 11h. Voilà. Ça, c'est de l'apprentissage synchrone. Vous avez du tutorat synchrone, où l'apprenant répond directement à la question. Nous avons aussi l'apprentissage asynchrone qui, lui, va permettre à l'apprenant de travailler quand il le souhaite. Alors, vous voyez, moi, quand je vois un petit peu les connexions de mes apprenants, j'en ai qui travaillent tout le temps, en fait. J'en ai qui travaillent à 3 heures du matin, d'autres à 6 heures du matin, d'autres qui travaillent plutôt le soir, d'autres qui travaillent plutôt dans la journée. Donc ça, c'est l'apprentissage asynchrone, c'est-à-dire que les apprenants n'ont pas besoin, en effet, d'être connectés en même temps que les autres apprenants pour pouvoir apprendre. Et le tutorat asynchrone qui va être une réponse différée du temps de formation. Là, par exemple, on est bien d'accord que je suis avec vous. Et ben, si jamais j'ai des questions qui tombent de la part de mes apprenants, je ne peux pas y répondre tout de suite parce que je suis avec vous. Par contre, je vais prendre un temps en fin de journée pour pouvoir répondre aux différentes questions. Alors, sur le tutorat synchrone, l'avantage aussi, bien entendu, c'est que vous pouvez proposer un travail qui est complètement individualisé. Voilà. Hein, c'est-à-dire que et avoir la possibilité, en effet, de proposer des parcours individualisés, hein, qui sont parfois nécessaires, parfois si jamais au vu du résultat, par exemple, d'un test de positionnement, vous avez remarqué qu'un apprenant n'avait pas forcément besoin de tout le contenu de la formation. Alors, quelques petites règles justement à respecter lorsqu'on est sur du tutorat asynchrone. Alors, pour moi, en effet, l'élément qui est très très important, c'est que vous devez avoir un contact régulier avec les apprenants. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en interne, nous, nos apprenants ont une classe virtuelle obligatoire toutes les semaines. Ça se passe soit le lundi, soit le mardi, soit le jeudi. Voilà, donc ils sont positionnés sur un groupe en particulier. Et en fait, on ne souhaite pas qu'ils aient plus du tout de nouvelles du formateur jusqu'à la semaine d'après. Voilà. Donc, en fait, je demande en effet aux formateurs de se connecter régulièrement, toutes les 24 heures ou tous les 48 heures. En fait, ils ont un forfait, hein, forum, voilà, où du coup, ils se doivent de se connecter. Ils peuvent se connecter, alors, pas forcément tous les jours, mais par exemple, s'ils ont une classe virtuelle le lundi, bah, je leur demande de se connecter au moins une fois le mercredi et puis au moins une fois le vendredi. Donc ça, c'est très très important. L'objectif, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de les motiver, de créer des échanges entre pairs. Voilà. Donc, par exemple, quand je donne une définition, quand je donne un article, je demande de résumer. Voilà. Donc là, ça va leur permettre de travailler ensemble et de créer ces fameux échanges. L'élément aussi quand même qui est primordial, c'est que vous devez modérer les échanges et lancer des discussions en lien avec la formation. C'est-à-dire que qu'on appelle une modération des échanges, c'est-à-dire faire attention à recadrer si vous avez l'impression que parfois il y a des apprenants mal entre eux, par exemple, ou qui n'ont pas forcément compris une définition, ou s'ils ont mis quelque chose qui est faux, par exemple, vous devez être en mesure, en effet, de modérer, hein, pour pouvoir proposer la bonne réponse aux différents apprenants. Alors, quand vous mettez en place du tutorat asynchrone, donc là, je vous ai mis en effet en bas quelques conseils en effet à respecter. On va faire très attention à toujours être bienveillant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, alors, on va dire que là, qu'on soit du tutorat synchrone ou sur du tutorat synchrone. Alors, on doit être bienveillant, pourquoi? Donc, tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile pour lui. S'il sent en plus que le formateur n'est pas bienveillant, eh ben, ça peut déclencher de la démotivation chez lui. Et puis ça peut aussi casser un peu l'apprentissage. Vous voyez, moi, je parle très souvent, en effet aussi, lorsque vous allez corriger un travail, on va pas mettre les mêmes annotations quand on forme en présentiel et quand on forme à distance.
à distance, on va faire attention à être beaucoup plus mesuré dans ses propos. Vous voyez, plutôt que mettre manque de précision sur cette réponse, on va plutôt mettre que je vous suggère de rajouter quelques lignes. Votre réponse est intéressante, mais je vous suggère de rajouter quelques lignes pour bien compléter. Voilà. Dans la formulation, on va faire attention, en effet, à utiliser vraiment un vocabulaire bienveillant. Faites toujours attention à se relire pour éviter, bien entendu, les coquilles d'orthographe. Quand on a une question, on va faire attention aussi à, à prendre le temps peut-être d'aller chercher des liens sur des documents avec des liens complémentaires, éventuellement sur Internet, et vous pouvez compléter, voyez un petit peu vos réponses. Voilà. On va faire attention aussi à bien lire la question et puis bien voir qu'on apporte une réponse appropriée à la question. On va faire attention à détailler ces réponses, d'accord, parce que du coup, on a le temps. Et il faut savoir que vous avez des apprenants aussi qui adorent échanger par le biais, en effet, du forum, parce qu'ils ont le temps aussi de poser leurs questions, ils ont le temps de réfléchir à leurs questions. Ils ne participent pas forcément toujours lorsqu'ils sont, par exemple, en classe virtuelle ou en présentiel, mais par contre, ils vont être très présents sur les forums parce que pour eux, en fait, c'est aussi une facilité de communiquer et ils le font un petit peu aussi quand ils le souhaitent. Et on va surtout demander des éclaircissements si la question n'est pas très précise. Voilà. Si elle est mal formulée, etc. Donc, c'est important de demander des précisions. Donc, comme je vais expliquer les trois grands principes, hein, on va toujours se connecter tous les 24 ou 48 heures. On va faire attention à proposer des ressources formatives complémentaires si vous sentez que les apprenants sont réceptifs, qu'ils ont besoin de support complémentaire, voilà, parce qu'ils veulent compléter une information. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, vous voyez, c'est après de vous dire que s'ils ont besoin de ressources formatives complémentaires, après, vous pouvez directement les intégrer sur la plateforme LMS. Et puis, bien entendu, le troisième grand principe, c'est de modérer les échanges entre les participants. On va partir maintenant sur le séquençage d'une formation à distance. Alors là, on va rentrer dans une partie un petit peu plus technique. Donc, n'hésitez pas en effet à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Je vais faire attention à parler lentement hein, pour que vous compreniez bien toute cette partie-là. Et ça, ce sera vraiment le cœur, en effet, des ateliers que l'on va vous proposer à Montpellier et à Toulouse. Alors, je vous ai expliqué hein, tout à l'heure, en effet, que lorsque l'on est sur une formation en présentiel ou une formation à distance, on ne va pas pouvoir proposer les mêmes supports de formation. C'est une erreur, hein, en effet, de proposer des PDF, par exemple, que l'on a conçus du présentiel et les déposer directement sur une plateforme. Hein, donc, il va falloir, en effet, avoir des modules de formation qui sont digestes. Hein. Alors, trois grands principes à respecter lorsqu'on va séquencer une formation. Donc, le premier élément, c'est qu'on va favoriser l'ancrage des connaissances. Alors, on va favoriser l'ancrage justement en multipliant les méthodes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple une méthode expositive en proposant du contenu et proposer une méthode active en proposant des découvertes par exemple et une méthode expérimentale peut-être en leur demandant d'aller directement chercher l'information sur laquelle on fait un retour. Donc ça, c'est très très important en effet d'avoir en effet des contenus différents et surtout, pour moi, le carton rouge, vous voyez, c'est vraiment d'être que sur du descendant, d'accord? Alors là, sur du webinaire, par exemple, vous voyez, c'est différent parce qu'on est vraiment en mode webinaire. Donc là, on va proposer en effet un contenu avec des questions. Okay. Mais en formation, on est bien d'accord qu'on est là pour pouvoir développer les compétences et puis aider l'apprenant à travailler sur les exercices, les activités d'apprentissage précis. Okay. Donc, le carton rouge, c'est d'avoir par exemple un PowerPoint sur une jeune formation avec 300 diapos et puis un quiz à la fin. Il faut savoir que le temps de mémorisation d'un
d'un apprenant, il est entre 6 et 8 minutes à peu près. Voilà, donc attention, hein, à bien respecter ce principe. Deuxième élément, on va favoriser la motivation, bien entendu, des apprenants. Donc, c'est-à-dire qu'on va favoriser la motivation en les faisant travailler, en leur proposant des activités qui sont conformes, hein, à leur niveau de connaissance. On va faire attention à ne pas proposer des choses trop simples, pas, pas proposer des choses trop difficiles aussi. Dans la motivation, les trois éléments vraiment qui vont permettre de motiver un apprenant en formation, sur la formation présentielle ou de la formation à distance, c'est qu'il doit sentir qu'il développe ses compétences. Il doit avoir une proximité sociale avec le formateur qui lui permette de pouvoir échanger avec lui. Et il doit sentir aussi qu'il est autonome, hein, dans ses apprentissages. Donc c'est pour ça que dans les propositions en effet qu'on va faire, on va guider, mais en proposant quand même aussi quelque chose d'un peu large dans la façon, par exemple, de travailler. Troisième élément, on va prendre en compte, bien entendu, les rythmes biologiques. Alors, c'est-à-dire que on va essayer, dans l'analyse du besoin, lorsque vous allez bien entendu proposer une formation à distance, faire attention aussi à voir à quel moment on va placer, par exemple, les classes virtuelles. Par exemple, moi, je ne place pas de classe virtuelle le vendredi soir à 18h45, par exemple. Voilà. Je vais placer des classes virtuelles. Alors, je les place le soir pour toucher, bien entendu, le plus grand nombre de personnes possible, hein, qui souhaitent se former. Mais sinon, on va pouvoir aussi planifier, vous voyez, des classes virtuelles le matin, parce qu'on sait que le matin, notre cerveau est reposé. Et entre 8h30 et 11h, eh ben, on a un temps de concentration, de mémorisation qui est beaucoup plus important qu'après manger lorsqu'on est dans le pic de somnolence. On va aussi du coup proposer, voyez, peut-être de rendre des supports ou de rendre des exercices. On va éviter de demander pour le 15 août. Voilà, on sait que les gens sont en vacances, hein, donc on va faire attention, vous voyez, à prendre en compte ces grands principes. Alors, 4 fondements importants justement lorsque l'on va construire le séquençage d'une formation à distance. Alors, le premier élément qui va être important, c'est de favoriser la réflexion. Voilà. Alors, je vais vous montrer un lien ici. Alors, Yann, vous voyez bien mon écran? On voit bien, oui. Ouais. Ok. Donc là, vous voyez, par exemple, pour favoriser la réflexion, donc là, j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle Jamboard également, hein, qui est un outil Google, et qui, en donnant, vous voyez, le lien, voilà, qui est directement ici, vous allez pouvoir, comme un mur de post-it, vous voyez, c'est un peu le même principe que Lino, hein, sauf que Lino, il a un petit peu plus de fonctionnalités. Voilà, vous voyez, je mettais les avantages du management à distance et les inconvénients du management à distance. Et du coup, vous voyez, j'ai proposé euh, ce travail où du coup les apprenants pouvaient indiquer euh, ce qui permet d'échanger entre eux, de favoriser la réflexion. Alors, vous avez en effet pas mal d'outils, hein, qui permettent de faire du travail collaboratif. Vous avez Lino et vous avez Klaxoon, hein, aussi qui peut vous permettre de le faire. Vous avez Bicast aussi qui me semble, voilà, qui peut vous permettre de le faire. Hein, donc voilà, vous avez plusieurs outils, hein, qui sont disponibles pour. Voilà. Donc l'avantage en effet de la réflexion, c'est que ça va favoriser ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Alors, ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un échange que l'on va avoir entre apprenants et qui va nous permettre de changer nos représentations parfois sur un sujet, qui va nous permettre de bouger un petit peu notre représentation sur un système ou sur une définition, par exemple. L'avantage que ça va avoir, c'est que c'est parfois des pairs, alors des pairs, bien entendu, c'est d'autres apprenants, qui vont aussi mettre le doigt parfois sur une représentation peut-être que vous avez qui est parfois un petit peu tronquée.
Donc, l'objectif des travaux de réflexion, c'est vraiment de favoriser ce conflit socio-cognitif. Alors, autre élément, en effet, qui va être important, les supports en ligne. Alors, les supports en ligne, voilà, ça va être ce qu'on appelle des supports à travailler en asynchrone. Donc, les supports de formation en ligne, vous en avez beaucoup hein, qui existent. Donc, je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ce qui existe. Donc, vous avez bien entendu des capsules vidéo, on en a un petit peu parlé. Je vous conseille généralement, lorsque vous allez être sur du séquençage, d'avoir des vidéos assez courtes. Alors, ce n'est pas toujours possible, hein, mais en effet, vous faites attention à avoir des vidéos assez courtes. Faites attention aussi à demander les autorisations à l'auteur, hein, parce que vous savez que si jamais récupérer des vidéos, même sur YouTube, même si elles sont gratuites, vous devez demander l'autorisation à l'auteur pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Généralement, ils vous disent oui, hein, c'est pas de problème. Donc, on va proposer des vidéos, on peut proposer du son, des podcasts, on va pouvoir proposer du PPT voix off. Vous avez aussi parfois des modules e-learning qui permettent de proposer quelque chose d'un petit peu plus animé, parfois sur des capsules de 10 minutes, etc. Voilà, donc là, c'est aussi intéressant pour le proposer. Vous avez du PDF que vous pouvez bien entendu aussi utiliser, sauf que le PDF que vous allez utiliser, vous allez faire attention à ce qu'il ne soit pas rédigé non plus comme du présentiel. On va faire attention à aérer un peu, en effet, les supports. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, parce que je vais vous montrer un exemple de séquençage, en effet, il faut par exemple avoir des supports qui éviter qu'ils fassent plus de 8-10 pages, par exemple, hein, parce que parfois, si on a des supports qui font 20 pages ou 25 pages, ben, on n'a pas forcément envie d'entamer un PDF de 25 pages, alors que si on a un PDF de 8 pages, c'est déjà plus facile à ingurgiter. Alors, en support, vous pouvez bien entendu aussi avoir tout type de support pour travailler, des études de cas, vous avez des exercices. Alors, vous pouvez aussi mettre des liens, bien entendu, Internet vers des articles, vers voilà, des livres blancs aussi, hein, bien entendu, qui peuvent être intéressants. Voilà, hein, vous avez toutes sortes, en effet, de supports de formation possibles. Alors, en tout cas, il y a deux écoles aussi qui sont possibles sur la façon dont vous allez mettre les supports de formation en ligne. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut quelque chose d'assez redondant, où à chaque fois, par exemple, chaque capsule de formation, on va mettre, par exemple, deux vidéos, deux quiz, un support de synthèse. Voilà. Et puis, vous en avez d'autres qui vont vous dire qu'il va falloir mettre des formes différentes. Voilà, d'accord? Pas forcément, en effet, quelque chose de très détaillé comme ça. Moi, je suis plutôt pour, en effet, l'approche où, pour moi, il faut multiplier, en effet, les différents supports, pas forcément avoir quelque chose de cadré, toujours de la même façon, pour éviter la monotonie, en effet, dans la formation à distance que vous allez proposer. Voilà. Quand l'apprenant ne sait pas forcément ce qu'il va avoir derrière comme support, c'est beaucoup plus motivant, valorisant, voilà, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit toujours très encapsulé et qui soit un peu redondant. Alors, bien entendu, le fondement dans votre classe de formation, dans votre séquençage aussi, c'est de proposer des classes virtuelles. D'accord? Donc, les classes virtuelles qui vont vous permettre, en effet, de faire de la remédiation pédagogique ou éventuellement de brefs apports. Alors, un élément, hein, pendant que j'y pense, voilà, on va vous l'expliquer, c'est toujours important dans une formation à distance de commencer soit par une classe virtuelle, soit par du présentiel, et de finir soit par une classe virtuelle, soit par du présentiel. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas débuter une formation sans avoir eu un échange au démarrage, parce que parfois l'apprenant se sentir un peu déstabilisé, ne pas toujours comprendre l'organisation. Donc il faudra toujours avoir une première classe virtuelle où vous allez expliquer,
le fonctionnement, par exemple, de la plateforme, vous allez expliquer le forum de discussion, vous allez vous présenter, vous allez, les apprenants vont se présenter, vous allez expliquer les modalités qu'on attend de vous au niveau du travail, présenter éventuellement les ECF, voilà. Donc vous avez pas mal de choses justement à prendre en compte. Et enfin, c'est pareil, vous devez toujours avoir un temps de formation, soit en présentiel, soit en classe virtuelle, pour l'évaluation de la formation et aussi, bien entendu, l'évaluation de la satisfaction. Et puis surtout, arriver à synthétiser un peu l'ensemble, échanger sur tout ce qui a été abordé pendant la formation pour faciliter encore le transfert des connaissances directement sur le terrain. Voilà, donc c'est en tout cas pour moi un élément important. Et il faut au moins avoir, si votre formation par exemple elle dure un mois, il faut au moins avoir une classe virtuelle, un échange en tout cas tous les 15 jours. Alors, ce que j'appelle un échange synchrone, d'accord? Soit conférence téléphonique, soit classe virtuelle, soit live, ce que vous voulez, hein. Mais c'est en effet important d'avoir un échange au moins tous les 15 jours. Si vous laissez un mois sans échange, vous allez avoir des personnes qui vont derrière être en difficulté. Alors ensuite, bien entendu, il va falloir proposer aussi une évaluation, hein. Donc, toute action de formation doit en effet être évaluée. Alors déjà, c'est une obligation, hein, par rapport à Calliope, hein, sur les indicateurs 5, 6 et 11. Voilà. Vous devez avoir une évaluation des acquis. On est bien d'accord, on ne va pas parler d'une évaluation de la satisfaction, on parle de l'évaluation des acquis. Donc pour moi, c'est primordial, en effet, d'avoir une évaluation. Et c'est même la petite cerise sur le gâteau si jamais vous en proposez tout au long de la formation. D'accord? Alors, bien entendu, ces évaluations vont pouvoir prendre des formes variées, hein. Ça peut être du quiz, mais le quiz, on est bien d'accord, qui va simplement permettre d'évaluer les connaissances. Nous, on aura besoin aussi, dans le cadre d'une formation, puisqu'on est là pour développer des compétences, d'avoir des évaluations qui permettent en effet peut-être de travailler une compétence spécifique. Par exemple, moi sur ma formation de formateur, sur l'accueil, je vais leur demander de faire un petit film vidéo de 5 minutes, par exemple, sur les éléments, par exemple, d'un accueil. Voilà, donc ils vont devoir présenter le programme, ils vont devoir présenter l'objectif, présenter le cadre de la formation, et on leur demande de poster une petite vidéo, voilà, qui nous permet du coup de voir comment ils sont au niveau de la communication verbale, non verbale, pour bah, évaluer vraiment la compétence, et pas forcément évaluer que la connaissance. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple du coup, de séquençage. Alors, je vais vous montrer un document Excel que j'utilise, voilà, que je vais grandir voilà, pour que vous ayez en effet une vision un petit peu de ce qu'on réalise nous, en tout cas, quand on va faire une formation. Alors, du coup, ce maquette, en fait, c'est une maquette que nous, on utilise en interne et qui nous permet pour chaque démarrage de formation bah, de pouvoir voir en effet tout ce que l'on va proposer à l'intérieur. Voilà. Donc là, en fait, c'est une maquette, alors c'est un bout de maquette hein, qu'on a utilisé pour une formation, puisqu'on propose une formation qui s'appelle Créer son OF ou son activité de consultant formateur, voilà, qui permet en effet à nos apprenants bah, de pouvoir créer après leur propre structure, leur propre OF. Et en effet, ben, on a essayé de séquencer en fonction bah, du programme qu'on avait établi. Donc, vous voyez, en fait, on a différentes colonnes avec la date, en effet, ou la période. On a le numéro de la séquence, on a le titre de la séquence, on a la durée en heures de la séquence. On a donc là la compétence, bien entendu, qui est développée. On a le contenu et la granularisation pédagogique. Alors, en gros, vous voyez que là, sur la première classe virtuelle, ok, donc qui avait lieu, qui a eu lieu l'année dernière, bien entendu, vous voyez là, moi j'ai mis le formateur, ok.
Mais du coup, on est sur un type de séquence où on est sur classe virtuelle d'accueil, on a une durée d'1 heure, on n'a pas de compétences spécifiques. Mais là, l'objectif, en effet, c'est de présenter le programme de la formation, c'est de présenter les objectifs de la formation et les objectifs pédagogiques. Et en fait, après, en fonction en effet du programme de formation, vous voyez, qu'on a décidé de mettre en place, on a fait un découpage, vous voyez, de la formation. Et c'est là où en fait où on est vraiment dans le séquençage de la formation. Donc en fait, ce document-là, vous voyez, il me permet d'identifier que entre le 10 et le 17 février, ok, alors on est pas sur la séquence 4, sur la séquence 2, hein, je ne sais pas pourquoi on a une petite séquence 4. Hop. On est sur la séquence 2 et en fait, le titre de la séquence, ce qu'on appelle, c'est la séquence de travail là qui sera réalisée en asynchrone, c'est la posture du créateur et du consultant formateur. J'ai identifié une durée estimée de 4 heures hein, pour pouvoir répondre à cette séquence. J'ai indiqué les compétences, bien entendu, développées. Donc là, la compétence, c'est qu'ils sont en mesure de repérer les principes clés d'un projet de création ou son activité de consultant ou d'organisme de formation. J'ai mis l'ensemble des modalités pédagogiques que j'ai décidé d'utiliser, PPT VOF, vidéo, podcast, PDF et quiz. Et là, j'ai commencé à détailler le contenu de la formation. Et en fait, vous voyez, là ensuite, j'ai fait ma granularisation pédagogique. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai pris chaque contenu de formation et j'ai découpé chaque contenu des grains pédagogiques. D'accord? Donc, vous voyez, pour les caractéristiques de l'entrepreneuriat, j'ai proposé une vidéo et un document. Pour la posture du consultant, j'ai proposé un PDF, une vidéo, un test sur son profil entrepreneurial et un test pour détecter les atouts et les faiblesses. Ensuite, pour l'environnement macro et micro d'un organisme de formation, j'ai proposé des vidéos sur l'environnement, sur les nouveaux enjeux marketing commerciaux des OF, un exercice de réflexion. Et ensuite, sur les étapes de la création, j'ai proposé un lien Internet sur le coin des entrepreneurs, sur les 6 étapes pour créer son activité d'OF et un quiz de synthèse. Et donc, en fait, on se rend compte que si on reprend toute la durée, là, ça correspond aux 4 heures, d'accord? Alors, sachant qu'on est sur une durée estimée. Okay, donc là, on est vraiment sur nos 4 heures. Alors, petite subtilité, justement, pour calculer correctement le temps qu'on peut accorder à un support. Donc là, vous voyez, par exemple, la vidéo Introduction à l'entrepreneuriat, j'ai mis 35 minutes. Et on est bien d'accord, en fait, la vidéo, elle ne dure pas 35 minutes. En fait, la vidéo, elle dure, alors je crois que celle-ci, c'était 17 minutes 30, justement. OK. Et en fait, je double le temps d'appropriation, d'accord, pour l'apprenant. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une vidéo qui dure 17 minutes 30 et que vous n'avez pas forcément le temps, en effet, de prendre des notes, eh bien, ça peut poser problème. Donc, en fait, moi, je compte dans le temps, ma durée estimée, le temps où l'apprenant peut éventuellement faire des pauses sur la vidéo ou s'il veut éventuellement prendre des notes, d'accord, pour pouvoir derrière qu'il ait une durée de formation qui soit la plus logique possible. Sur les documents, voilà, là je sais que c'est un document, voilà, c'est un document, donc ce qui veut dire que c'est un PDF. Je vais compter, donc là 15 minutes, ça veut dire que mon support il fait 5 pages. Je vais compter 3 minutes par page en fait de lecture d'un document PDF. C'est-à-dire que, on est bien d'accord aussi que lorsqu'on est dans de l'apprentissage, lire, c'est pas suffisant, il faut apprendre. Donc, c'est-à-dire que mon objectif, c'est que l'apprenant, il ait le temps de stabiloter, de se rajouter un article, de faire un petit schéma à côté si jamais il le souhaite, d'accord? De mettre du texte complémentaire s'il le souhaite. Donc, en fait, pour chaque PDF, je vais compter 3 minutes, chaque page, 3 minutes. Donc, ce qui veut dire que si j'ai un document de 10 pages, c'est 10 fois 3 minutes, soit 30 minutes. Pour moi, en effet,
30 minutes de lecture sur un PDF, c'est le maximum. On aime bien après passer quand même à une autre activité. Donc là, 10 minutes, donc là, ça veut dire que donc ça dure 3 pages. Voilà, c'est 3 pages. Donc là, ma vidéo, c'est pareil. Le test sur son profil entrepreneurial, bah là, en fait, je l'ai réalisé, hein, bien entendu. Donc, du coup, je l'ai fait tester. On s'est rendu compte que c'était 25 minutes. Voilà. Les vidéos, là, elles durent 2 minutes 30. Et donc, alors, ce qui va être le plus difficile, généralement, c'est pour les exercices de réflexion. D'accord? Ou parfois, vous avez l'impression que, allez, c'est 30 minutes et en fait, ils y passent 1 heure. Voilà. Ou ils y passent plus, hein. Donc, on est bien d'accord que c'est une durée estimée. Pour les quiz, généralement, vous allez avoir allez, entre 30 secondes et 1 minute par question. Voilà, donc là, en fait, on a 5 minutes, ça veut dire qu'on a un quiz de 10 questions. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est très, très important, en effet, d'arriver à mesurer ça, hein. Voilà, donc c'est-à-dire que pour tout ce qui est son, donc c'est-à-dire podcast, vidéo, PPT VOF, vous multipliez par 2 le temps de la durée, en effet, de la vidéo, du PPT VOF, podcast, d'accord. Pour un PDF, vous comptez généralement 3 minutes par page. Pour les quiz, vous comptez entre 30 secondes et 1 minute par question. Voilà. Le plus difficile, en effet, c'est l'exercice de réflexion. Donc, l'exercice de réflexion, en fait, une fois que vous avez fait une première formation, vous pouvez aussi demander aux apprenants combien de temps ils ont passé réellement pour pouvoir ensuite réadapter par rapport. Et en fait, vous voyez qu'ensuite, on découpe à chaque fois, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, donc là, on s'est rendu compte que du 10 au 17 février, donc ils avaient 4 heures de travail. Voilà, donc là, pour cette formation, c'est un petit peu ce que j'avais envisagé. OK. Et ensuite, le 17 février, ils ont une classe virtuelle où on est sur de la remédiation. La compétence, bah, ça reprend, vous voyez, un petit peu la compétence qui a été travaillée pendant leur temps de travail en asynchrone. Voilà. Là, la modalité, c'est une classe virtuelle. Euh, Et là, présentation du formateur des apprenants. Ah oui, parce que là, c'était pas le même formateur entre là et là. D'accord? Donc là, on avait pris un temps d'inclusion, en effet, où le formateur et les apprenants se présentaient. Et ensuite, vous voyez, on fait le débriefing sur le profil entrepreneurial. Voilà. Le débriefing sur le test, sur les forces, ses atouts, ses faiblesses. Et puis, mise en commun sur le travail de réflexion. Voilà. Donc, en fait, ce qui est très important, vous voyez, c'est que là, on se rend compte, dans cette logique-là, que vous avez à chaque fois une granularisation pédagogique avec du contenu, de l'apport qui va se faire à distance, et puis derrière, une remédiation pédagogique qui se fait sous forme de classe virtuelle. Là, je vous ai mis qu'un bout, hein, parce que vous voyez, là, c'est pareil, on traitait la partie sur le marché. Vous voyez, bah là, vous avez aussi une granularisation où là, on est sur les 4 heures. Et vous voyez, en fait, hop, j'ai découpé, en effet, pour chaque vidéo, chaque document, chaque exercice, etc., tout ce qui allait être réalisé. Euh, alors ensuite, au niveau maintenant du scénario pédagogique, alors par contre, après, lorsque ah, excusez-moi, 2 heures que je parle, là, je commence à perdre mes mots. Lorsque le séquençage est terminé, on va faire en effet ce qu'on appelle un scénario. Donc, vous voyez, moi, alors, c'est pas une obligation, mais généralement, je sais que j'aime bien le faire, hein. Donc, je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Donc là, par exemple, sur la partie d'analyser son marché, donc vous voyez, on a fait toute une granularisation. Voilà. Et bien ensuite, on va faire tout un déroulé, donc voilà, qui reprend en effet tout ce qui a été vu, les différentes méthodes, voilà, et on le prend en effet par formation. D'accord? Donc là, en fait, il a l'avantage d'être un petit peu plus précis peut-être que le séquençage, d'accord? Bon, alors après, là, on avait fait une version simplifiée que j'avais donnée à des formateurs qui pouvaient modifier, en effet, s'ils le souhaitaient. Alors, modifier en termes de méthode, technique, pédagogique, etc. Et vous voyez, ça me permettait surtout aussi de travailler
les objectifs pédagogiques. Parce que si vous vous rappelez, dans le séquençage, on était sur 4 heures. Et vous voyez, dans mes 4 heures, ensuite, j'ai découpé ça, vous voyez, en objectif pédagogique, parce que ça répondait à une séquence spécifique. Voilà, donc là, on a 2 heures, on a 1h10, et puis ensuite, on avait justement 1 heure, donc on était sur 4 heures. Voilà, où on met en effet aussi les classes virtuelles. Voilà. Et puis bah là, pareil, hein, vous voyez, on a fait tout un découpage qui permet en effet de répondre à cette scénarisation. Alors, ça, c'est ce que l'on va apprendre, en effet, lors des formations que vous allez avoir sur de la production. Alors, j'enchaîne, si ça te va, Lauriane, avec la posture du formateur, et ensuite, on aura peut-être 5 minutes, en effet, pour les questions, si jamais il y en a encore quelques-unes. Alors, justement, sur cette notion de posture, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, déjà de cette notion, en effet, de bienveillance. Voilà. Donc, en effet, vous voyez, moi, ce qui est très, très important, parce que j'ai une équipe de 17 formateurs voilà, qui travaillent avec moi chez Formation. Et en fait, on va bien, vraiment travailler sur cette notion, en effet, de bienveillance. Bon, déjà, moi, ils sont recrutés par rapport à cette notion de bienveillance. Mais pour moi, la posture, elle est vraiment, vraiment, vraiment primordiale. C'est-à-dire que, alors déjà, ce qui est très très important dans votre posture de formateur, c'est que, alors même si on est un petit peu sur la conception, il faut toujours, toujours proposer des supports de formation qui soient complets. Mais bien d'accord que c'est une obligation aussi par rapport à la certification KLOPI avec l'indicateur numéro 19. Vous devez aujourd'hui proposer des supports de formation que les apprenants peuvent s'approprier. Donc, proposer des supports de formation complets va permettre à votre apprenant déjà d'avoir une réponse à un certain nombre de ces questions, d'accord? Et puis ça va aussi montrer que vous êtes dans une démarche aussi de travail et de proposition où l'apprenant il sent en effet que vous êtes là, quoi. D'accord? Et ça passe déjà par les supports de formation. Quand on a un support de formation qui est criblé de fautes, qui n'est pas beau, où vous voyez, où il y a beaucoup de texte, où on se rend compte que c'est du copier-coller, etc. Voilà, c'est pas top. Donc, il faut vraiment travailler sur vos supports de formation. Ensuite, il faut, bien entendu, dans votre posture, vous connecter de façon régulière. C'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais, que l'apprenant ne se rende pas compte aussi qu'il y a une différence entre ce que vous dites et ce que vous faites après. D'accord? C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes connecté, eh ben, il faut réellement vous connecter. Si vous dites je vous le fais, voilà, je vous le corrige pour la semaine prochaine, faites-le pour la semaine prochaine. À moins que vous ayez un pépin, parce que là vous dites je m'étais engagé à vous le corriger, je ne peux pas, je le ferai un petit peu plus tard. Voilà. Donc dans cette posture-là, c'est très très important. N'hésitez pas à dire à vos apprenants aussi pourquoi vous n'avez pas fait quoi. Ok. Donc, bien entendu, on en a un petit peu parlé aussi, donc la salle synthétise, favoriser les échanges, le conflit socio-cognitif. Alors, pour moi aussi, vous avez aussi toute cette notion de communication verbale, non verbale. Soyez ouverts, soyez enjoués, ne soyez pas trop ferme, d'accord, dans votre façon, en effet, de communiquer avec vos apprenants. Et puis, dites-vous aussi que si on fait des reproches, parce que parfois on en a, on en a forcément tout le temps, on ne peut pas être complètement irréprochable. C'est pas grave, c'est par rapport justement à ce que vous représentez, pas forcément par rapport à qui vous êtes vous. Donc faites attention à ne pas prendre du recul, en effet, sur la situation que vous vivez un petit peu à distance. Alors, on est là, bien entendu, pour faire un soutien psychologique. Donc, vous avez parfois des groupes qui sont difficiles. Vous voyez, là, il y a très peu de temps, j'ai eu un groupe de formateurs qui était un groupe difficile. Et ben, vous devez quand même être là pour eux. Voilà, vous en avez qui ont des problématiques spécifiques, donc vous devez vraiment être un soutien psychologique. Vous ne devez pas passer votre rôle de formateur, mais on fait attention, bien entendu, à vraiment soutenir quand on sent qu'il y a vraiment une difficulté. Alors, on doit être là sur une aide méthodologique. On en a un petit peu parlé également, cette notion d'aide méthodologique où on va vraiment les guider dans l'apprentissage.
On va évaluer les apprentissages aussi, évaluer du coup les objectifs qui sont à disposition des apprenants dans le cadre de cette formation, en tout cas qu'ils doivent développer. On doit faire attention en effet à les évaluer et à utiliser un vocabulaire adapté et à faire un feedback positif. D'accord? Donc cette notion de feedback positif, elle est pour moi primordiale. Alors, vous voyez, ce que je vais très souvent faire à distance, c'est que je ne vais pas forcément non plus corriger parfois une copie, d'accord, ou un exercice, mais je vais leur enregistrer un podcast audio, voilà, qui va me permettre de leur faire un retour beaucoup plus exhaustif aussi sur leur travail. Pourquoi? Parce que parfois le travail qui est réalisé, eh ben, il est pas, on a très peu de corrections. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Un podcast de 5 minutes, on a le temps de dire plein de choses en 5 minutes. Donc, je vous conseille en effet de l'utiliser parce que c'est vraiment un outil intéressant. Et bien entendu, vous devez réguler l'apprentissage aussi. C'est-à-dire que bienveillance ne veut pas dire acceptation aussi de tout et de n'importe quoi. Vous devez en effet faire attention à bien réguler l'apprentissage en utilisant bien entendu le ton qui va bien et un vocabulaire adapté. Et vous allez faire attention dans votre posture de formateur à favoriser l'auto-formation. On est bien d'accord que vous êtes plus dans une posture de facilitateur que dans une pose de euh, transmetteur d'un savoir, en gros, si je peux m'exprimer ainsi. Ok. Donc, favoriser cette auto-formation, c'est aussi permettre à vos apprenants, après la formation, de continuer à se former par eux-mêmes.